Mirador, tour de nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous rejoindre dans le chaudron. Vous êtes du côté de la savane, à Cancan, mais aussi dans le Bourré, à Sigiring. Vous nous rejoignez sur 97.7 sur Baobab FM. Et vous nous rejoignez également sur la même antenne en Guinée forestière, à Lola, Zérekoré, mais aussi dans le Sankaran et à Mamoun, dans la ville Carrefour, chez Talibé Bari. Vous êtes sur Fraternité. Vous nous rejoignez également sur nos différents canaux digitaux, un peu partout aux quatre coins du monde. Merci d'avoir embarqué à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador, et nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. L'équipe du jour rassemblée et au meilleur de sa forme pour vous servir. Akoumba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Notez, messieurs Aboubakar, que monsieur Mamoudou Thiam, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie, n'est pas d'accord non seulement avec moi qui parlais, mais aussi avec l'ancien Premier ministre, M. Kabinet Komara, qui nous a envoyé un message pour dire que ces ministres l'a relevé de la présidence de la République et qui, on pouvait, derrière le message, on pouvait comprendre qu'il n'était pas impliqué. Monsieur Mamoudou Thiam et plusieurs autres. Vous parlez de l'affaire des 100 millions de China Found. Donc, monsieur Mamoudou Thiam ainsi que d'autres anciens ministres de la transition ne sont pas d'accord. Et monsieur Mamoudou Thiam, à travers un ami commun à nous deux, m'a envoyé cette réaction pour dire que la genèse des 100 millions se trouve dans un effort de renforcement des réserves de devises de la Banque centrale durant la période où elles étaient au plus bas. Ensuite, ils ajoutent qu'en effet, un nombre de crises ont coïncidé pour rendre la situation du pays quasi ingérable. Les réserves de change suffisaient à peine à couvrir 1 mois et demi d'importation. La crise économique et financière mondiale rajoutée à la crise sociale et politique en Guinée était venue exacerber l'impact de l'effondrement des cours de matières premières. Alors, il ajoute que China International Fund a accepté de loger dans les comptes de la Banque centrale ces fonds qui, au-delà de servir de renforcement disons symbolique et psychologique des statistiques de la Banque centrale, devait permettre à l'économie guinéenne de continuer à transiter à l'étranger. Ces fonds étaient aussi destinés à couvrir des dépenses de China Fund International en salaire, loyer et participation initiale à différents projets dans le pays, au lieu de faire venir des fonds à chaque fois. Ces fonds seraient disponibles en Guinée. Il convient, ajoute-t-il, c'est là où il trouve que mon information était incomplète, il convient de souligner que ces fonds sont venus en complément du premier virement de 25 ou 35 millions. Il n'est pas précis là-dessus. Oui. De 25 ou 35, ou de 25 et 35. C'est un banquier qui parle. C'est un peu le doute. Et puis, savez-vous qu'il sort de la prison, donc c'est un peu difficile d'être précis. Alors, que 25 ou 35 millions que China International Fund a versé à la Banque centrale de la République de Guinée dès les premiers moments des activités en Guinée, fonds destinés entre autres au financement des projets eau et électricité pour tous, les deux centrales électriques en banlieue et les travaux d'aménagement du rail et des stations du futur Conakry Express. Rappelez-vous ce projet eau et électricité qui était très cher au capitaine Dadis à l'époque. Capitaine Dadis Camara à l'époque. Alors, il dit que la gestion du compte China International Fund à la Banque centrale de la République de Guinée devrait normalement être que de la compétence de China International Fund. Il serait donc surprenant que des sorties de fonds non autorisées aient eu lieu. S'il y a eu malversation, il faut donc regarder la manière dont ces fonds ont été gérés lorsqu'ils furent contribués des projets gérés par la partie guinéenne. Il ajoute également que vers la fin de l'année 2010, China International Fund a demandé le rapatriement temporaire de près de 50 millions de dollars restés inutilisés, ceci pour des raisons fiscales et comptables en Chine et en Hong Kong. Et c'est là où ça va coincer, Akoumba. Écoutez-les très bien. Il s'engageait à renvoyer les fonds plus tard. C'est-à-dire que China Fund s'engageait à renvoyer les fonds plus tard. Il serait aussi raisonnable de soupçonner
que des incertitudes liées aux élections ont contribué à leur décision. Effectivement. Les demandes renouvelées de renvoi de leurs fonds restaient sans réponse. Ils demandèrent l'intervention du ministre Thiam. Ce dernier intervient auprès du gouverneur de la Banque centrale et fut renvoyé vers le Premier ministre et le ministre des Finances. Ces derniers le dirigèrent vers le président de la transition. Il devient vite évident, notez bien, devient vite évident, selon M. Thiam, que certains membres du gouvernement sortant espéraient se voir céder cette somme par China International. Et bien voilà. Le ton monta vite et les fonds furent finalement renvoyés à China International Fund. Il ajoute que dans mon intervention, vous semblez aussi lié le ministre Thiam au problème du général Konaté aux États-Unis d'Amérique. Il nous informe que le seul lien entre les deux cas et qu'il a été proposé au général Sekouba Konaté de signer un document impliquant le ministre Thiam et l'accusant d'avoir corrompu le président de la transition. En échange, il lui fit offerte une sanction plus légère, lui évitant ainsi la prison ferme. Alors, il ajoute pour finir, le général Sekouba Konaté accepta le compromis et signa la confession, mais prit la fuite sur le Maroc, j'ai lu comme c'est écrit, avant la date à laquelle devait comparaître et témoigner en personne. Ce qui invalida sa dénonciation écrite. Les autorités américaines durent donc repousser l'arrestation du ministre Thiam de plusieurs mois, donc à cause du témoignage sans valeur du général Sekouba Konaté. Qui avait pris la fuite. Ces derniers, donc Mamoud Thiam, fut arrêté en décembre de la même année. Et enfin, il propose, vous ajoutez dans votre intervention qu'un compte crypté du ministre Thiam aurait été retrouvé. Tous les comptes et fonds cités dans le dossier de M. Thiam étaient en son nom ouvert avec son passeport, son numéro de sécurité sociale américain et son adresse de New York. Si vous voulez, je termine rapidement parce qu'il dit, il conclut lui-même, je coupe un peu son intervention. De surcroît, lors d'une déclaration au fisc américain en 2012, M. Thiam a déclaré tous les paiements issus des transactions légitimes non liées à ses activités en Guinée avec China International Fund, mais d'autres pays tels que le Madagascar, le Niger, le Mozambique, où il a introduit ADC, donc vous vous rappellerez que c'est Africa Development Corporation. Pour résumer, M. Thiam et le message que nous avons reçu, c'est qu'il est surpris que Monsieur le Premier ministre Komara dise qu'il n'était pas au courant. Et rappelez-vous qu'on a rencontré une source anonyme aussi qui a dit que toutes les discussions liées à ces fonds sont passées en Conseil des ministres. Mais je ne crois pas qu'il ait dit qu'il n'était pas au courant. Il a dit que ce genre de dossier, en tout cas, tout ce qui concernait la BCRG et le ministère de l'économie et des finances, était directement rattaché et géré par la présidence de la République. Organisons peut-être une confrontation entre lui et certains anciens membres du gouvernement. Parce que tout le monde ne peut pas se donner comme ça. Et on vient de comprendre à partir de cette réaction de Mamoudou Thiam qui avait bel et bien les montants, et le montant de plus de 50 millions ou d'environ 50 millions de dollars avait été compromis à un moment donné. Il a fallu que les Chinois fassent des pieds et des mains pour pouvoir obtenir leur rapatriement du côté de la Chine. Ce qui est corrigeable dans l'intervention de M. Thiam, c'est qu'il parle du rapatriement de 50 millions. Nous avons un shift de 45 millions. 45 millions. Oui. Donc, vous maintenez... un chiffre de 45 millions. Donc, mais peut-être qu'il a d'autres informations, vous savez que... Mais ce qui apparaît clairement, il se dédouane. Il se dédouane complètement. Vous savez, il est allé en prison en couvrant plusieurs Guinéens. Je pense qu'il est prêt à parler. Très bien. On va peut-être essayer donc de l'interroger cette semaine. En tout cas, s'il est à l'écoute du côté des États-Unis, nous lançons cette invitation solennelle et donc pour qu'il puisse prendre la parole. Mais vous savez, il est sous sûreté. Hein? Bien. Est-ce qu'il pourra s'exprimer publiquement? Alors, on va voir. Bonjour, Mamadou Ouri Diallo. Bonjour, Abaka. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour au triangle. Ah oui, le triangle. Komodou, Nyonsomordou et Koui. Bien. Merci et félicitations à Kumba justement parce que je crois que ce China International Fund est une nébuleuse. Nous l'avons constaté la dernière fois parce qu'il y a tellement de zones d'ombre. Mais je crois qu'il faille continuer.
Et le fait que la source anonyme ait dit la dernière fois que effectivement toutes les décisions concernant ce fonds-là sont passées en conseil des ministres suppose que tout le monde est au courant, même si tout le monde n'a pas pris de décision directe dans l'utilisation ou l'affectation, mais toujours est-il qu'il faut admettre que tout le monde était au courant. Donc de ce point de vue-là, personne ne peut vouloir s'isoler en fait de cette situation. Maintenant, l'autre chose aussi est que, comme Akumba l'a dit, il y a après ce que l'ancien ministre Mamoudou Thiam vient de dire, il y a lieu quand même que chacun donne sa version dans cette situation. Et la question que moi je me pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une, si vous voulez, faire la lumière finale sur cette affaire. Oui, mais c'est la CRIEF. Voilà, mais quand vous parlez de CRIEF à ces gens-là, mais c'est comme, mais vous leur faites voir l'enfer. Parce qu'en fait, il y a de l'argent qui se promène quelque part, on ne sait pas où il est. Parce qu'ils en ont une peur bleue. La CRIEF, ça fait trembler. Absolument. Et c'est normal. Donc je pense qu'il va falloir continuer. Et comme il a dit, si les gens sont prêts à donner leur version directement, pourquoi ne pas le faire? Ça permettra, n'est-ce pas, de faire la lumière et de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2010. Permettez-moi, Bakar, de mentionner deux choses très rapidement. Allez-y. La dernière fois, je ne l'ai pas fait parce que les incendies ravageurs continuent dans notre pays. Très bien. Malheureusement, cela se fait aux grandes dames des victimes démunies de moyens pour contrer ces flammes-là, mais aussi par le fait que comment on va dire, la protection civile est sous-équipée. Ce que je n'ai pas dit la dernière fois comme information complémentaire, c'est que depuis 15 ans, l'État guinéen n'a investi aucun centime dans l'achat d'équipements pour la protection civile. Vous allez donc faire la conclusion. Depuis 15 ans minimum, et c'est dramatique. C'est une façon d'interpeller la junte, le CNRD, qui veut faire des bonnes choses, de commencer à équiper cette protection civile parce que les incendies continuent et la protection civile, malheureusement, ne peut pas intervenir. L'autre chose, c'est que je n'étais pas ici samedi, mais j'ai écouté le ministre du Commerce s'interroger, n'est-ce pas, quand on parlait des domaines publics occupés, sur le cas d'Aglala que j'ai soulevé ici depuis quelques jours. Lâchez les baskets c'est important. C'est important. On lève le lièvre sur certaines choses. C'est notre travail. Parce qu'on parle du domaine maritime public. Du petit bateau. Donc ce n'est pas en innocent que je pose le débat, parce que effectivement le CNRD veut récupérer des domaines illégalement occupés de ce côté-là. Je sais que c'est une installation industrielle, mais je sais aussi qu'il y a des zones industrielles dédiées. Et en écoutant le ministre la dernière fois, j'ai comme l'impression que c'est Thibou Camara, son prédécesseur, qui aurait donné donc l'autorisation, sauf s'il nous apporte la preuve du contraire ou la version contraire, l'autorisation à M. Daglala d'installer son usine de production d'huile sur cet espace à petit bateau. Et je l'ai entendu se demander, est-ce qu'il aurait même dépassé, est-ce qu'il serait allé au-delà de l'espace qui lui a été donné? Là aussi, ce serait un problème. Si on vous donne 200 mètres carrés et que vous avez occupé 400 mètres carrés, il y a problème aussi. Non seulement le problème, c'est d'abord d'occuper ce domaine public. Deuxièmement, que vous occupiez plus d'espace que celui qui vous a été octroyé. J'ai envie de savoir, et il faut qu'on nous dise un peu la vérité dans cette situation. Et vous lui avez demandé, est-ce qu'ils vont devoir quitter? Là aussi, il n'y a pas de réponse. Il faut qu'on nous dise clairement, à la base, est-ce qu'il a acheté? Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que c'est un bail? Et s'il quittera, dans quelles conditions? Ou s'il ne quittera pas, dans quelles autres conditions sur ce domaine occupé par M. Daglala? Merci Mamadouri. Bonjour Mamadou Thiambalde. Oui, bonjour à Bakar et bonjour à tous. Bienvenue. J'ai été, comment dirais-je, appâté par le récit croustillant de l'ancien ministre qui, Mamoudou Thiam. On voit qu'il ne souffre pas du syndrome du prisonnier, malgré, je ne sais pas si c'est 7 ans il a passé ou 5 ans dans les joueurs là-bas. Maintenant, par rapport à ce que Mombo vient de dire concernant comment dirais-je, la protection civile, la Guinée a toujours compté sur l'aide de la Suisse qui, de temps à autre, octroie au pays de vieux camions, donc ou parfois la France. Mais on est prompt à investir dans du matériel de répression, des millions de dollars. Bien, une source qui nous apprend, ça reste à confirmer, M. Daglala vient de donner 27 bus au CNRD, une source journalistique. Allez-y, bonjour, Ibrahima sur Lincoln Souma. Bonjour Bakar. Il prend le devant alors. Bien, bienvenue. Bonjour aux paisibles populations de Conakry et à la ligne d'Almamika à Souma, le roi Baga de Kalom, Lambanika pour tout le littoral. Très bien. À la veille de
2018, il y a eu 40 millions de dollars investis dans l'achat des armements en Guinée. Vous avez 40 millions. 40 millions demandés certainement aux responsables sécuritaires, monsieur Dr Yané le sait, pour l'achat des armements en Guinée. Ce qui a servi à tout ce que vous avez connu comme pour dire que la répression. Ouais. En tout cas, comme pour dire qu'on aurait pu mettre ça dans la protection mais civile. Bien sûr. Et après, vous avez vu, il y a eu combien de morts dans ce pays? Vous avez vu dans quel véhicule militaire où les camions, les Mamba, ainsi de suite, étaient quand même un peu partout à Conakry, parce qu'il y a eu ce grand achat pour la répression. Bien. On n'a pas pensé à l'époque aux incendies ravageurs qui continuent aujourd'hui à tuer les Guinéens. Abouaka, l'autre fois, j'évoquais ici le problème des retraités à la Société navale de Guinée. Au nombre de 7 qui devraient être payés. Oui, mais peut-être avant de passer à cela, parce que vous parlez vous dévoilez ce chiffre assez colossal ce matin, qui aurait été investi, englouti dans l'achat de matériel de sécurité, mais matériel qui a plutôt servi à la répression, qui a plutôt plus servi à la répression. Mais parlant des crimes de sang qui ont été commis, aujourd'hui on parle moins de ces crimes. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention la sortie de Kounduno sur ces crimes de sang, dans une tribune dans laquelle il s'interroge sur sur le peu d'attention des autorités de la transition au sujet de ces crimes de sang. Donc il demande qu'il y ait la même attention, la même diligence aussi bien sur les crimes financiers que sur les crimes de sang, parce qu'on a tendance à les oublier. On ne peut pas les passer par perte et profit de la sorte. Il faut que sur les crimes de sang également qu'on se bouge, et parce que ça devrait concerner plusieurs hauts cadres et anciens et hauts commis de l'État, notamment dans le domaine sécuritaire. Vous faites bien de me relancer. Il faut qu'on accélère. Oui, il faut qu'on appuie sur l'accélérateur dans ce domaine également. Aujourd'hui, je rejoins Mohamed Kaba sur un seul point, quand il parle de la diversion. Il n'a même pas parlé encore. Non, il parle souvent de la diversion par rapport à la transition. Aujourd'hui, on donne la priorité à la récupération des domaines de l'État. Pendant ce temps, des Guinéens ont été massacrés sur leur propre territoire. Et on nous a fait miroiter que la justice serait la boussole de la transition. Aujourd'hui, que dit-on de ces crimes de sang en Guinée? Des personnes abattues. Abaka, rappelez-vous que des bébés ont pris des balles ici dans ce pays. Des femmes enceintes, des élèves du retour de l'école ont été tués. Combien de personnes? Au moins 400 personnes entre des périodes courtes. Mais très malheureusement, 400 personnes. Non, plus de 400 personnes. Plus de 400 personnes. Vous n'avez pas les chiffres. Vous n'avez pas les bons chiffres. Je vous dis, ça dépasse des centaines. Non, ça dépasse. Allez voir aujourd'hui. Comment tu sais? Mais ce que je sais. Comment tu sais? Je n'ai pas dit ce que tu sais. Non. Comment tu sais? Oui. Allons seulement du côté des Érécorés. Attention, il n'est pas un agent de la police là. Pendant la foulée, comment dirais-je, pendant en tout cas la période électorale concernant le référendum, vous avez appris quand même qu'il y a eu quand même une répression meurtrière du côté des Érécorés. Bien. De ce côté, on parle plus de 50 morts. Ajoutez à cela, en tout cas, tous les cas de mort à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, à Boké notamment, on n'en parle pas, avec les mouvements d'électricité, et plus de 10 morts de ce côté. Quand vous additionnez, vous comprendrez que entre 2010 et 2021, il y a eu plus de 400 morts dans ce pays. Mais très malheureusement, on ne parle plus de cela. Au lieu que la transition s'attelle en tout cas à régler peut-être ces crimes de sang, aujourd'hui on a comme tendance que l'importance ils sont plutôt préoccupés est par plus autre donnée chose. À la récupération des biens de l'État, c'est qui quand même est incomparable à ce qu'on appelle les crimes de sang. Pour terminer à Bakar, puisqu'on parle des cas de mort, il y a comment on appelle le planton, la société navale mise à la retraite, qui est entre la vie et la mort, parce que... Le planton? Oui, le planton qui n'a rien... Il a été mis à la retraite. À la retraite, il n'y a pas d'indemnité ni rien. Depuis décembre, les gens n'ont aucun salaire. Avant, quand ils tombaient malades, ce sont les travailleurs qui cotisaient. Mais ceux-là... Il y a beaucoup de salaires qui sont gelés, parce qu'on apprend que même au ministère des Mines, les salaires des contractuels sont bloqués depuis le 5 septembre. Oui, mais c'est grave. C'est très grave. Et ça, c'est du fait... Non, quand même. Non, ça, c'est du fait... Du DRH. Enfin, pas du DRH.
chef de cabinet, parce que selon ce que j'ai appris, c'est lui qui doit faire la situation de certains contractuels, pas la totalité de certains contractuels, et envoyer la situation vers un des services du ministère qui se charge de ça, de payer le salaire de ces contractuels. Malheureusement, il semble qu'il y a un règlement de compte de ce côté-là. Oui, il y a des règlements de compte. Et c'est que vous ne savez peut-être pas, parce que moi j'ai vu et j'ai eu quelques retours de liens sur la toile, mais le ministre, il cogère, le ministre Marasoua, mais il cogère le ministère avec sa femme, avec son épouse. Mais son épouse qui... Mais attendez quand même, elle n'est pas... Non, attendez, elle n'est pas fonctionnaire. Non, mais à ce que nous sachions, elle n'est pas fonctionnaire. Non, mais attendez, nous parlons des choses sérieuses là. Parce que moi, ça me gonfle cette situation. Mais on ne peut pas se permettre de faire venir ses épouses ou son épouse dans un département ministériel. Elle n'est pas la ministre quand même. Il faut qu'on sache garder raison au ministère des Mines. Non, attendez. Parce qu'en même temps, c'est cette dame qui monte des cabales. Attendez quand même. Je vais te donner une information, c'est très important. Elle monte des cabales contre notamment Savané qui est dépeint sous toutes les coutures sur la toile. Des jeunes sont payés pour cela, pour flinguer le monsieur, le mettre, le caricaturer sur la toile. Mais de quel droit cette dame? Mais Aboubakar, de quel droit? Non, ce que j'apprends, si cela est vrai, et je suis sûr que Akumba va checker là-dessus, c'est que si l'épouse de monsieur le ministre, je dis si, est celle qui est chargée de payer les perdièmes ou les primes sur le terrain pour des missions et autres, officielle, alors qu'elle n'a pas de fonction officielle, comme je le disais à l'époque pour l'épouse de monsieur Abbé, ce serait dramatique. Très dangereux. Dramatique. Mais ça, on va le vérifier. Bien. Si c'est vrai, on remontera l'information à l'opinion et au CNRD. Un mot rapidement sur le ministère des Mines. Il y a quelques jours, comme par hasard, quelqu'un m'a interpellé à la station, je ne fais pas de la publicité, mais je dis juste pour que vous compreniez, à la station TMI de Lambagny. Ouais. Bonjour messieurs, je dis bonjour. C'est vous monsieur Akumba? Je dis oui, je suis le chef de cabinet du ministère des Mines sur lequel vous racontez des choses. Oh là là. J'ai dit bon, comment allez-vous? On a échangé. Il m'a dit écoutez, la seule chose qu'on me reproche, c'est d'avoir voulu décanter sur le nombre de contractuels au ministère des Mines et de la Géologie. Que plusieurs ministres qui sont venus avec beaucoup d'assistants qui parfois n'ont même pas de mission. Donc j'ai voulu décanter cela. Et c'est pour cela que certains paiements ont retardé, parce qu'il faut que je sache quand même qui je paye et il fait quoi. Ouais. Alors, quoi de plus normal? Oui, je lui ai dit, oui, c'est très bien ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir la documentation liée à tout ça? Il a souri et puis il dit, allez, je vous souhaite une bonne suite. Il a continué sa route. Très bien. Non, mais si ça se passe dans les règles de l'art, comme ce qui se passe, on apprend des choses sur Silbach également du côté de la caisse. Mais si c'est fait pour permettre au service de mieux fonctionner, il y a forcément, quand un nouveau directeur arrive quelque part, il y a un recadrage, il y a un état des lieux à faire, il y a une restructuration. Même si c'est très mal pris du côté de la caisse, où peut-être les gens ont développé de vieilles habitudes, il faut qu'on nettoie pour que ça, pour que ça marche. Voilà, n'en déplaise du côté de la caisse. Allez-y. Silbach est en danger. S'il n'évalue pas le passif qu'il a trouvé, s'il n'évalue pas de quoi il a hérité, je dis, monsieur Silbach, vous êtes en danger. Non, là-dessus, j'apprends que le président même a commandité un audit indépendant pour la gestion passée à la caisse. Donc ça va se faire. Voilà, parce que de ce côté, on s'agite un peu. Voilà, on pense que le monsieur... Parce que moi, j'ai vu des publications pour attaquer le monsieur. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les uns et les autres restent un peu raisonnables. Aboubakar, juste pour terminer, par rapport à ce planton, aujourd'hui, il est pratiquement à l'agonie. Permettez-moi d'utiliser le terme, parce que pratiquement, il n'a aucun moyen de se faire soigner. Mais j'ai appris que... Oui, parce que l'INAMO, ça ne fonctionne pas. Non, pas du tout. Et la caisse de prévoyance... Non, rien ne fonctionne. Et le dossier sera arrivé sur la table du colonel Amara, puisque le ministre Yaya Sow n'a pas eu quand même peut-être le courage de traiter le dossier. Mais aujourd'hui, il faut que ces travailleurs de la société navale soient quand même indemnisés, qu'ils soient à la retraite, payent leur argent. Il y a une nouvelle directrice. Mais bien sûr. Comment elle s'appelle? Nabé. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça je ne sais pas. Il y a déjà un premier travailleur qui était... J'ai appris qu'elle se demande ce qu'elle doit faire. Oh là là. C'est comme
Mamadi. On a des informations comme quoi, franchement, ça ronronne. Oui, un premier travailleur est décédé. Le deuxième est sur la voie. Je prie Dieu qu'il reste en vie. Reste en vie. Mais M. Amara Kamara aidait ces retraités à être en possession de leur indemnité de retraite. Merci, Ibrahima Sourli Konsouma. Bonjour, Mohamed Eric Kaba, Eric Zemmour. Bonjour, le faiseur Tout de le roi. plaisir. Merci, bonjour, le faiseur de roi. Il Bonjour. fait du 7 sur 7, 7 jours sur 7, tout comme Akumba et Talibé. Voilà, ils sont là, c'est les soldats de la maison. 7 jours sur 7. Merci. Bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina, de Madina à Kankan. Et bonjour, mes pensées ce matin à l'ancien directeur de la SEG, Modou Diallo. Tu as oublié Komodo. Non, plutôt Coin. Lui, il n'est pas de Komodo. Voilà. Oui. Merci. Mamadou Diallo aujourd'hui qui est à la maison centrale. Des informations circulaires qu'il a voulu prendre la poudre d'escampette pour l'étranger. Sauf qu'il avait des ordres de mission bien dûment signés par la présidence. Tout était nickel avant qu'il ne prenne son avion. Mohamed, bien sûr, je sais de quoi je parle. Quand même. Demain, on va brandir les documents. Son ordre de mission qui a été signé à la présidence. Tous les documents, il a fait avec son ministre. Voilà. Bien. Il avait vraiment, il était dans les normes, mais il a été cueilli comme un malpropre. Faudrait qu'on descendu de l'avion. Oui, il faudrait qu'on cesse d'humilier nos cadres en République de Guinée. Et l'autre chose, comme on parle des chiffres ce matin. Vous dites il avait l'ordre de mission. Il avait l'ordre de mission. Ministre. Non, signé de monsieur le secrétaire général de la présidence. Le colonel Amara Kamara. Une demande d'ordre de mission formulée par son le ministre. Un ordre de mission signé par le secrétariat général de la présidence de la République. Oui, parce qu'il devait se rendre à Guinée Investment Forum, GIF, donc à Dubaï. Sous le thème connecter les esprits, construire le futur, donc à Dubaï. Et sous ma main, la demande transmise par maintenant, est-ce que cela peut exempter quelqu'un qui est soupçonné de corruption? Mais bien sûr, parce qu'il y a une garantie comme quoi il revient. Tout était signé. Okay. Mais c'est le mal indien qu'on fait au cadre aujourd'hui. On préfère les humilier à l'aéroport. Piège. Tout. Maintenant. Même si pour ma part, c'est pas une garantie qu'il reviendra. Non, mais on peut pas Mais il voyage avec son ministre. Tout à fait. Son ministre a même délimité la durée. Mais il peut se faire la malle. Non, il peut se faire la malle. Jules était un cadre compétent. On le connaît. Il faut sortir de ce complexe. Un cadre a été humilié. Non, on ne peut pas sortir de ça. Il a servi, on ne peut pas l'humilier. C'est ce que je vous dis. Écoute. Il a été cueilli comme un malpropre à l'aéroport. Cela ne se doit pas. Il a une famille qu'on doit protéger. Quelqu'un qui vole un pain est humilié, battu, il fait 20 ans à la sûreté. Autre chose. Comme on parle des chiffres, je me suis amusé aussi à chercher des chiffres. Le ministre était dans son grand oral aussi, le ministre du Commerce. Je n'ai pas pu poser la question. Mais qu'est-ce que vous avez contre Goumou? J'ai rien contre Goumou. Je parle de la procédure. Mohamed, si tu permets là sur Julde, puisque je vois que tu sors du sujet directement pour aller vers mon ami Goumou. Au fait, Julde, on reproche à Julde d'avoir payé 3,6 milliards de francs guinéens à des fournisseurs qui sont des fournisseurs de la SEC depuis 15 ans d'après nos informations. Et puis ensuite, il a payé 35 millions de francs guinéens comme arriéré de location du siège de la SEG à Kindia, puisqu'il vient d'inaugurer le nouveau siège de trucs construit par la SEG. Et puis vous savez, ce qui est surtout rigolo dans cette affaire, c'est que le jour du coup d'État, puisque la SEG poste des agents au niveau des services stratégiques pour qu'il n'y ait pas de problèmes d'eau, le jour du coup d'État, il y avait ces agents à Sékou-Touréa. Ceux-là ont perdu tous leurs effets, y compris les téléphones, les communications entre eux. Donc, il a dû débourser, selon nos informations, 24 millions pour remplacer ces téléphones et renvoyer ces agents désormais à Mohamed, c'est Mohamed 6 ou Mohamed 5 pour jouer toujours le même rôle. Voilà ce qu'on lui demande de rembourser. Mais même si des sources apprennent que il y a une proposition de corruption. Il aurait tenté de corrompre. Pas lui. Moi, j'ai échangé avec deux qui sont concernés par le problème. Ce sont les fournisseurs qui ont reçu dans un premier temps une équipe de gendarmes dirigée par un certain Sangaré. Finalement, ces fournisseurs ont décidé que pour avoir la paix, qu'ils proposaient 100 millions comme un premier versement à la gendarmerie et 100 millions plus tard. Comme toujours. Comme toujours. Finalement, c'est 100 millions qui avaient été versés et ils ont fini par la prison. Juste 2 secondes, c'est une information très sûre. Cet ordre de mission signé était simplement un piège pour
pouvoir prendre du lit. Comme un ordre de mission, peut-être un piège, un acte administratif signé par un colonel. Attention à ce que vous dites. Non, c'est l'information. Elle est à vérifier de la même manière. Allez-y, Mohamed. De la même manière des chiffres dont vous avez inventé ce matin en procureur du nombre de morts en Guinée. Donc ce que je vais vous dire, comme vous parlez des milliards, on va s'amuser avec les chiffres. Le ministre du Commerce. On ne s'amuse pas avec les chiffres. Non, mais bon, c'est un jeu. Bien. Parce qu'en Guinée, on a peur des chiffres. Le ministère de l'Industrie est en rénovation. Je n'ai pas pu poser la question au ministre. J'apprends que le prédécesseur l'actuel ministre a trouvé sur la table 87 milliards. 87 milliards pour renouveler le ministère. Et que l'actuel Goumou aurait fait ce travail. L'actuel Goumou, l'actuel ministre, pardon, l'ancien ministre Goumou aurait fait ce travail à 2 milliards de francs guinéens. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu respect de la procédure de passation du marché à ce niveau? Est-ce qu'il y a eu appel d'offres pour renouveler ce ministère? La question, je confirme, elle est négative. Ce qu'on reproche au ministère aujourd'hui, je vous dis clairement. Soyez précis. Il a trouvé 87 milliards comme ça. Non, sur papier. Non. Voilà. En papier. Le budget, sous son prédécesseur. C'est que Mohamed n'a pas toute l'information sur ce siège-là. Mais attendez quand même. Si on nous dit que sous le magistère de son prédécesseur, le budget pour la rénovation du ministère attendez quand même, était de 87 milliards, et lui le fait à 2 milliards. Il a confié le marché à qui, vous savez? Non, mais franchement, moi je vous dis. Le reste importe. Non, je vous dis. On nous apprend. Le reste, je m'en soucie comme non, ça ne marchera pas. Je vous assure. Maintenant, moi je voudrais que le ministre prenne la parole. Le reste, je m'en soucie comme de ma première chemise. Je voudrais que le ministre prenne la parole. 87 milliards et 2 milliards. Non, écoutez, Mohamed. Je voudrais juste que le ministre prenne la parole pour dire à quelle entreprise il a confié ce marché. C'est tout. Non, c'est ce que je vous dis. Je veux qu'il dise. Il l'avait fait ici? Non, c'est ce que je dis par rapport à la rénovation. On l'a interrogé même dans les couloirs. À la rénovation. Parce qu'on nous apprend que le marché a été confié à ses proches. On parle de son épouse, on parle de son beau-frère. Qu'il nous dise officiellement qui a exécuté ces travaux de rénovation. C'est ce qu'on veut attendre. Maintenant, moi je vous dis, il faudrait que nous disions. C'est comme aussi. Parce que le népotisme aussi, c'est vrai. Il est là-bas. Le népotisme, il n'est pas totalement. Il n'a pas disparu. Parce qu'on parle du cas d'une autre école, du côté de Sepertam, où il y a des accusations contre le ministre Alpha Bakar. Parce qu'on a appris que un reportage avait été réalisé par un journaliste, la RTG, et après, c'est des remontrances, et ça a énervé le ministre. On est là-dessus pour savoir ce qui s'est passé exactement, à qui le ministre Alpha Bakar a confié le marché de reconstruction d'une école professionnelle du côté de parce que c'est pas possible. On peut pas dénoncer les tares de la gestion passée et reprendre la même chose. Oui, mais attends, c'est pas possible. C'est de Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Ah bon? Alors, ce que Mohamed Kabazi. Non, attendez. Nous sommes là pour contribuer à moraliser la gestion publique. Mais ce n'est pas voilà, nous faisons du mieux que nous pouvons. Ce ministre dont vous parlez a déjà nommé son attaché de cabinet. Je vous ai dit ça depuis la semaine dernière. Qui ça? Pendant que le ministre de l'enseignement technique, en lieu et place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements. C'est pas un problème. Non, c'est un problème. Autre chose. Si tu permets, le docteur Awada n'est plus aux affaires à l'hôpital Iyasidine. Mais on va prendre de sous-stress sur. Il a laissé 5 milliards 700 millions dans les caisses de l'hôpital Iyasidine. 5 milliards 700 millions. Cet argent, l'actuel n'en parle pas. Pendant qu'on parle de l'état piteux des toilettes de l'hôpital Iyasidine. L'hôpital Iyasidine a un visage, excusez-moi du terme, un peu hideux. Je voudrais qu'on utilise ce montant pour renouveler l'hôpital Iyasidine. Merci, si son prédécesseur a fait de mieux, bien sûr qu'on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il a laissé au moins 5 milliards 700 millions dans les caisses de l'hôpital Iyasidine. Qu'on nous dise où est ce montant aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, les travailleurs de l'ANSS ne sont pas payés. Permettez que je dise bonjour à Cabinet. C'est un pays à l'envers. Cabinet, bonjour. Bonjour à Walker et bonjour à tous. Ça s'est bien passé avec RFI. Très bien, ça s'est très bien passé. Allez, voilà, ça a pris plus de temps que prévu normalement. C'était notre long tour de chauffe.